Le Puy du Fou, le parc Astérix, Europa Park, Moi, ça m'émeut du début à la fin. les fêtes foraines. Chaque année, les Français se bousculent dans les parcs d'attractions. Mais que se cache derrière cette usine à rêves? Comment attirer toujours plus de visiteurs? Plongé au cœur d'un business très lucratif et tenu bien secret. Nous sommes au Puy du Fou, à 60 km de Nantes, en Vendée. C'est aux abords des ruines du château du Puy du Fou que le parc à thème historique a élu domicile. Ici, on ne vend pas que de la sensation, mais de la surprise, de l'émotion, du spectaculaire à travers l'histoire de France et à ciel ouvert. Cette année, c'est quelques 2 millions de personnes qui sont venues fouler les allées du parc. Une fréquentation record qui place le Puy du Fou au rang de 2e parc le plus visité de France, après Disneyland Paris. Et pour la 2e année consécutive, il détrône le parc Astérix. En novembre dernier, il vient même d'être élu meilleur parc du monde. Nous nous sommes plongés dans les coulisses du Puy du Fou pour mieux comprendre les secrets de cette réussite à la française. C'est un temps estival qui s'annonce jusqu'à la fin du week-end. Une chance, mais qui dit beau temps, dit forte affluence. Et voilà le ticket, passez une bonne journée. Au revoir. Voilà, monsieur, bonne journée. Il est à peine 10 h et à l'entrée, c'est déjà la bousculade. Les gars, vous faites le maximum, hein. Ça bouchonne un peu sur les voies là en arrivant, donc vous donnez tout ce que vous avez. Hein. C'est Guillaume qui gère les arrivées. Son rôle, assurer la fluidité sur les parkings et optimiser au maximum l'attente aux caisses. Parce que là, ça commence à bien charger et au niveau des guichets aussi, donc on se prépare pour ouvrir une 3e caisse. Je suis en lien avec les équipes de parking pour savoir exactement l'état du flux et comment sont les arrivées pour que les visiteurs accèdent rapidement sur le parc et profitent immédiatement des spectacles. Aujourd'hui, c'est environ 13 000 visiteurs qui sont attendus. Une grosse journée s'annonce. Ici, la fréquentation peut atteindre jusqu'à 22 000 personnes, un record. Si le Puy du Fou a un tel succès, c'est grâce à ses grandes fresques. Le visiteur est directement transporté dans une épopée à travers le temps. Comme ici, au spectacle des Vikings, en plein Moyen-Âge. L'histoire, des guerriers vikings surgissent de leurs dracars pour piller un village gaulois. Effets spéciaux, explosions, cascades en tout genre, tout y est. Un show à l'allure d'un tournage de cinéma, Hollywood au Puy du Fou. Et en coulisses, c'est l'effervescence. Une quarantaine de comédiens, cascadeurs, dresseurs de chiens courent dans tous les sens. Et la scène la plus périlleuse, c'est Guillaume qui va l'assurer. Ça pour la tête, comme ça mon cheval tout mignon fait un peu plus méchant. Avec son cheval, il va prendre feu. Je suis un viking à cheval, enflammé par Aldéric, qui lui se bat contre tous les vikings pour sauver sa peau. Et du coup, il vient poser une torche sur le cheval, ce qui enflamme la totalité de l'arrière du cheval. Donc là, je suis en train de l'équiper d'une matière anti-feu qui consiste à retenir la chaleur que créent les flammes. Et grâce à cette matière-là, il ne ressent absolument pas la chaleur. Guillaume aussi va s'enflammer. Alors il se protège avec le même genre de combinaison que portent les pilotes automobiles. À quelques minutes d'entrer en scène, Guillaume est tendu. Ah, il faut, mais c'est du bon stress. Le stress, c'est ce qui emmène l'adrénaline, et l'adrénaline, c'est le plaisir qu'on recherche. Allez, à tout à l'heure. Une telle cascade doit être réglée au millimètre, car le moindre faux pas pourrait être dramatique. Dernière retouche avant d'entrer en scène, le baume inflammable. Ah, bonne bière. Oh. La cascade fait son effet, le public est conquis. Bien, Pépère. Très bien. Ça va ? Impeccable, tout s'est bien passé. Il a été très bon. Le cheval a terminé sa journée.
Mais pour Guillaume et les autres comédiens, c'est une courte pause car ils remontent sur scène dans 1 heure. Ils jouent ce spectacle 5 fois par jour devant 3000 visiteurs venus de la France entière, mais aussi de l'étranger. Des grands spectacles, il y en a 6 autres comme celui-ci, dont 2 nocturnes, joutes médiévales, combats de mousquetaires, gladiateurs. Le visiteur est plongé dans l'histoire. Plus de 300 artistes se produisent tous les jours de mi-avril à fin septembre. Danseurs, dompteurs de fauves, meneurs de chars, fauconniers, cascadeurs, maîtres d'épée. Tous s'entraînent dur pour éblouir le plus grand nombre. On a l'impression d'y être, mais pas être habillé à la bonne époque en fait. C'est pas du manège quoi, c'est du vrai. C'est l'histoire de France aussi, enfin l'histoire du monde et on apprend beaucoup. Voilà donc le pari de ce parc. Offrir un voyage dans le temps, dans une nature et des décors authentiques. Entre les spectacles, on flâne dans un village de la Belle Époque, devant les huttes en toit de chaume des Vikings ou encore dans les ruelles d'une cité médiévale. C'est joli, hein? Le temps ici s'est arrêté. On découvre aussi des dizaines de métiers oubliés, enlumineurs, tailleurs de pierre, tonneliers, car le Puy du Fou permet de faire vivre ces artisans d'un autre temps. Derrière le folklore, c'est toute une économie qui est en jeu. Vous faites un métier un peu oublié, ça se fait beaucoup être tailleur de pierre. Tailleur de pierre, il y en a encore, les sculpteurs un petit peu moins. Parce que la taille de pierre, c'est tout ce qui va être l'architecture, tout ce qui va être le patrimoine aussi, donc il y a toujours à restaurer. Après, c'est vrai que pour la sculpture, c'est plus l'ornement, donc c'est souvent des choses qui sont un peu plus oubliées. Grâce à la visibilité dont ils bénéficient, les artisans peuvent ainsi écouler chaque jour plusieurs de leurs œuvres. Vivre de la sculpture à notre époque, c'est très difficile. Donc sans un lieu comme celui-ci, on serait obligé de faire autre chose, malheureusement. Ouais, monsieur. Ici, rien n'est en carton-pâte, tout est réel. Et c'est aussi ça qui séduit le public. C'est un parc où on apprend des choses, alors que d'autres parcs, c'est plus des parcs de loisirs, de distraction. Là, on a distraction, mais on arrive toujours, tout le monde arrive à apprendre quelque chose de ce que l'on voit ou de ce que l'on dit. Cette famille est venue de Cognac pour le week-end et elle va dormir dans l'un des 4 hôtels du parc qui vient juste d'ouvrir. Son nom, le camp du Drap d'Or. Oh là, impressionnant, hein. On se croirait vraiment à l'époque de François Ier. Dans cet hôtel, on revient sur les traces de François Ier et d'Henri VIII d'Angleterre. Donc nous sommes une famille avec 3 enfants et nous avons payé 437 €. Avec l'entrée au parc. Avec l'entrée bien sûr au parc et les dîners. 437 €, soit environ 90 € par personne pour 2 jours d'accès au parc, une nuit d'hôtel avec petit déjeuner et dîner compris. Un budget conséquent, alors la famille Rostolan est bien décidée à en avoir pour son argent. On va aller voir les chambres, on a hâte d'aller voir... Alors à votre avis, rouge Rouge ou bleu? Mais surprise, les chambres se trouvent à l'extérieur. Ce sont ces tentes directement inspirées des campements de François Ier. En fait, c'est comme si c'était un camp. On appelle ça des logeries. Waouh, extraordinaire. C'est une maison, carrément. Regarde, Gauthier, Ah ouais, c'est des murs. Ah oui. Un lit à baldaquin. Regardez-moi ça. Mais papa, c'est vraiment comme à l'époque. Ah, regardez, ah, c'est extraordinaire. Les toilettes, c'est des vrais trônes comme à l'époque. Oh ouais. Avec le... Une chaise percée en fait. Ça fait très authentique ça. Ça c'est très drôle. On voit en plus que l'écran de télévision est dans un cadre, donc c'est assez étonnant. Le camp du Drap d'Or, c'est plus de 12 millions d'euros investis. Une somme colossale, mais qui permet d'attirer et de fidéliser les visiteurs. Ce nouvel hôtel, comme les 3 autres, fait référence à une tranche de l'histoire. Une véritable machine de guerre qui permet un taux de remplissage des hôtels à 85%. Pari réussi donc, désormais on vient passer 2 ou 3 jours au Puy du Fou pour une immersion dans les couloirs du temps. 8 h du matin. Ici, ce sont d'autres acteurs, tout aussi importants, qui attendent leur nourriture. Nous sommes à la fauconnerie. Près de 500 rapaces de 70 espèces différentes sont élevés ici. C'est la plus grande fauconnerie d'Europe. Allez. Élie est maître fauconnier. Il travaille ici à l'année.
Et ces oiseaux, il en prend grand soin. Car la moitié d'entre eux s'illustrent dans un spectacle quotidien à ses côtés. Alors, pour les manipuler, son costume de scène fait aussi office de protection. On a un costume de entre-spectacle, où j'ai juste le pantalon d'équitation, la chemise blanche. Pour le spectacle, on rajoute une veste en cuir. On a tous une veste en cuir différente, avec un chapeau. Donc juste pour le spectacle. Hop. Et les accessoires les plus importants, ce sont la sacoche pour mettre la nourriture, mais aussi les gants. C'est les gants, c'est ce qui nous permet de manipuler les oiseaux. Le gant est super important, ça permet que l'oiseau soit le plus stable au point. Il serait sur ma main, avec ma peau plutôt tendre, il ne serait pas confortable. Là, sur un gant en cuir, on est sûr qu'il est confortable. Nous, on est sûr de ne pas se faire mal. Bonjour les grands. Direction les volières. Allez mon grand. Codec est un grand-duc d'Europe et il va passer au contrôle matinal. Tous les matins, on passe à la balance, on leur définit un poids de vol. Et c'est un poids de forme qu'on a défini. Entre lui, c'est entre 1,5 kg et 1,5 kg. Et c'est un poids aussi dans lequel on sait qu'il est en condition pour faire le spectacle. Codec fera le spectacle, mais avec un émetteur, car il fait partie de ceux qui pourraient s'enfuir ou bien se perdre. Codec, il a un petit box. Un box qui lui sera ouvert pendant le spectacle. Il sera lâché en temps voulu par le fauconnier qu'il désignera sur la tour en face. Les oiseaux ont tous une place spécifique à partir de laquelle ils vont voler au signal du fauconnier. Donc là, je le mets en place pour le spectacle. Dans les ruines du vieux château du Puy du Fou, 80 rapaces sont placés un peu partout. Ah ouais, grande. Viens. Voilà, donc je vous présente Sona, une chouette lapone. Une chouette lapone qui fait le spectacle sur l'épaule de la princesse au tout début. Viens là, viens là, viens là. Hop. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu regardes la caméra? Tu dis bonjour? Apprivoiser, c'est pas le mot avec les rapaces, parce que c'est des oiseaux qui sont pas domestiqués comme un chien, L'idée, en fait, c'est de leur donner un maximum de confiance, les habituer à nous. On va commencer par le récompenser sur chaque action qu'on lui demande. Et à la fin, qu'il a accompli ce travail, bien sûr, on va diminuer ses récompenses. Dans 15 minutes, le spectacle va commencer. Les visiteurs se bousculent pour y assister, car c'est le show le plus populaire. Même s'il a la capacité d'accueillir 3000 personnes et qu'il est joué 5 fois par jour, il est tout le temps plein. Avant d'entrer en scène, Élie retrouve son équipe de 40 fauconniers. Vous avez vu, j'ai ramené la brioche. Seule contrainte pour un spectacle qui fait voler des oiseaux, la force du vent. Bon, on va aller faire un effet ballon. Un peu de vent en l'air, peut-être un peu de vent de sud-est, comme disait Romain, mais c'est pas Qatar, hein, ça va le faire. Le dernier jour, on mettra le ballon. Ouais. Quand même pas un coup de vent qui va nous empêcher. De scène aussi. Un immense ballon qui fonctionne à l'hélium. 50 rapaces d'exception vont être chargés à l'intérieur. Oh là là, on a le temps, un quart d'heure. Comme cet aigle royal, emblème des États-Unis, qu'on appelle aussi pigargue à tête blanche. Une espèce rare que la fauconnerie tente de protéger, comme la plupart des autres pensionnaires. On charge les oiseaux dans différentes boîtes du ballon. Le ballon, on va le monter à 200 mètres d'altitude et au cours du spectacle, on lâchera des oiseaux petit à petit. On commence par les faucons, les aigles, puis les vautours. En milieu naturel, ces animaux sauvages n'ont aucun contact avec les humains. Il a fallu plusieurs mois d'entraînement pour les faire rentrer dans ces casiers. À présent, les vautours. Cet animal qui se nourrit de carcasses d'animaux est un des plus difficiles à apprivoiser. On les emmène en leur jetant des petits morceaux de nourriture. Comme ça, on gagne un peu de temps en les conduisant vers le ballon. Voilà, une structure comme ça, on peut comprendre que ça puisse faire peur à un oiseau. Le ballon va stationner à 200 mètres d'altitude tout au long de la représentation. Puis il sera ouvert à distance pour le grand ballet final, le clou du spectacle. C'est quelque chose qu'on ne verrait nulle part ailleurs. On montre des oiseaux au mieux, on les montre en plein ciel. On va les sublimer, les faucons, on va leur demander de descendre à une vitesse très rapide. Ils vont faire une descente piquée sur le site. C'est vraiment un moment de plaisir de voir des oiseaux profiter de ce moment pour voler, pour prendre les courants ascendants,
faire face au vent, utiliser le vent pour se diriger, c'est magnifique. C'est vraiment des belles images qu'on se procure. C'est la dernière représentation de la saison, alors elle se doit d'être la plus spectaculaire. Nos invités sont là, ils t'attendent. Nous sommes au temps des châteaux forts et on se laisse bercer par la danse des oiseaux. La chouette fait son apparition comme prévu depuis la forêt. Ceux placés dans l'arène rasent les tribunes et plongent sur les bras des maîtres fauconniers. Enfin pour le final, le ballon. Près de 200 oiseaux volent simultanément au-dessus du public. Une prouesse unique au monde qui a demandé 25 années de travail. Depuis sa création, le Puy du Fou n'a qu'une seule exigence, offrir des spectacles uniques, d'une grande qualité. Tout commence en 1977. Le politicien vendéen Philippe de Villiers, alors âgé de 28 ans, cherche un endroit pour réaliser son rêve, créer un spectacle vivant qui rend hommage à la Vendée. Il découvre alors ce château inachevé du XVIe siècle, le Puy du Fou, et se met à écrire le scénario pour un spectacle nocturne, la Cinécénie. Créé à la façon d'un son et lumière, il est orchestré par des bénévoles vendéens qui jouent une période de leur histoire. Au départ, le défi faisait sourire tout le monde. Pourtant, les premières représentations sont un succès, une popularité qui ne va cesser de s'accroître année après année. C'était à l'envers de tous les plans marketing qu'on peut imaginer. Et la simple force du site l'a séduit pour y créer un spectacle. C'est finalement l'idée de faire un film de plein air, d'un genre nouveau, avec un type de spectacle nouveau, qui était né dans son esprit et qui du coup a pris forme sur ce site. Et c'est comme ça que le Puy du Fou est né, avec un spectacle qui au départ rassemblait 600 bénévoles et qui aujourd'hui sont 3400. Évidemment, le spectacle a beaucoup évolué au fil des années. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ, puisqu'il est devenu le plus grand spectacle de nuit au monde, parce que chaque année, nous avons réinvesti tous les bénéfices que nous avons générés pour en faire le plus grand spectacle. Depuis 2 ans, c'est Nicolas, le fils de Philippe de Villiers, qui a repris la direction du parc. Comme régulièrement, il retrouve ses équipes dirigeantes. À la fenêtre d'un bureau, il improvise une réunion. Concrètement, on va créer un nouveau restaurant, mais sur le thème de la Renaissance, et qui va ouvrir dans quelques mois. Et donc, Jean-Éric est responsable de toute la restauration chez nous, entre autres. Et il est normal qu'on le consulte pour savoir un peu quels sont ses desiderata. Et donc on l'écoute quand même. On l'écoute. Même si on fait semblant de ne pas l'écouter, on l'écoute et on adapte. En 2 mots, on fait toujours ça en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, il est très gourmand en mètre carré. Ouais. Donc là, on sait que la fin d'après-midi, on réduit les cuisines. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réduire les cuisines pour mettre plus de visiteurs. Des visiteurs, le Puy du Fou en a attiré plus d'1 900 000 cette année. Du coup, cette saison, les boutiques ont été dévalisées. Un enjeu important car c'est une des principales mannes financières du parc. Il faut donc s'assurer que les approvisionnements seront suffisants pour les 3 derniers jours. On est en fin de saison, donc on n'a plus de possibilité d'avoir de réassort, donc c'est un peu compliqué parce qu'on a une très grosse saison. Voilà, tous nos produits sont partis, on a vendu des milliers, des dizaines de milliers de produits et là on est un peu bon. Tu vois, les histoires de France, tu vois. Ouais. Laurent fait le point avec Sylvie, la responsable des 15 boutiques du parc. Combien de tomes là? Là il y en a 3. Ici, on vend de tout. Des produits du terroir, des friandises, des peluches, des t-shirts imprimés Puy du Fou, de nombreux gadgets, des déguisements, tout ce qu'on peut trouver dans les boutiques des grands parcs d'attractions. Mais ce qui sort de l'ordinaire et qui fait fureur, c'est cette grande librairie entièrement dédiée à l'histoire. Plus de 150 titres différents y sont proposés. Les livres, c'est toujours un incontournable dans les souvenirs. Ça plaît aux enfants aussi pour pouvoir découvrir toutes les époques qu'ils ont pu découvrir dans le parc. Depuis 10 ans, on voit bien un regain de l'histoire. En fait, ces livres-là se vendaient beaucoup moins il y a une dizaine d'années. On voit bien ce regain, cet intérêt pour nos visiteurs sur les livres d'histoire. Par exemple, c'est quoi ? C'est une biographie d'Henri IV, mais version BD. Et donc ça plaît ?
Oui, ça plaît puisque ça permet d'aborder l'histoire de façon peut-être un petit peu moins rébarbative qu'une biographie. Même pour les enfants, vous voyez, c'est des jeux sur le Moyen-Âge. En passant 1 ou 2 journées ici au Puy du Fou, ils peuvent répondre à l'ensemble des questions, pratiquement, qui sont posées par cet ouvrage. Chaque année, c'est quelques 40 000 titres qui sont écoulés. Les boutiques représentent 8% du chiffre d'affaires, soit 5 920 000 €. Une part non négligeable pour un parc géré par une association autofinancée à 100% qui ne compte aucun actionnaire et ne perçoit aucune subvention publique. Ce que l'on vend et ce que l'on gagne ici dans la boutique permet de faire des spectacles plus jolis. Hein. Ce que l'on gagne ici, ça ne tombe pas dans une banque, ça ne tombe pas dans la poche de quelqu'un, c'est remis dans l'investissement. L'ensemble de ce que nous gagnons ici au Puy du Fou est réinvesti dans les nouveautés. Donc en fait, plus on gagne d'argent, plus on crée de nouveautés, plus on crée de nouveautés, plus on a de visiteurs, et plus on a de visiteurs, mais plus ils viennent nombreux, ça nous permet d'investir, de créer des spectacles de plus en plus forts, de plus en plus hauts. Accueillir les visiteurs dans des lieux magiques, c'est donc la vocation du Puy du Fou. Un engagement qui a porté ses fruits. En 37 ans d'existence, le parc collectionne les récompenses. Avec en particulier le T-Classic Award, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler l'Oscar du meilleur parc du monde. C'est pour nous une consécration qui vient des États-Unis et finalement qui a été nécessaire pour faire comprendre, notamment aux médias français, à un certain nombre de médias français qui ne nous connaissaient pas, que le Puy du Fou était à un niveau mondial. Et il fallait que ça vienne des États-Unis, peut-être pour que cette reconnaissance médiatique vienne. Une reconnaissance qui ne se dément pas. En novembre dernier, à Orlando, aux États-Unis, c'est la consécration. Je suis très fier d'être ici devant vous. Le Puy du Fou reçoit la plus haute distinction mondiale, l'Oscar des parcs d'attractions, l'International Applause Award, coiffant au poteau les Chinois et les Espagnols. Et une faveur, ne venez pas tous le même jour, pour une question d'organisation. Merci à tous, merci. Le Puy du Fou n'est pas le seul parc à devoir son succès au patrimoine français. Un autre a compris depuis bien longtemps comment la culture populaire pouvait attirer les visiteurs. Direction le parc Astérix, dans l'Oise, à 30 km de la capitale. La promesse ici, des sensations fortes, portées par des attractions en tout genre, le tout dans un décor grandeur nature de la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. Nous sommes le premier week-end des vacances de la Toussaint, c'est la période d'Halloween. Même si cette tradition est 100% américaine, le parc l'utilise pour en faire un événement particulier baptisé « Peur sur le parc ». Pendant 15 jours, les visiteurs vont côtoyer l'univers d'Astérix dans une ambiance effrayante entre les citrouilles et les sorcières. L'objectif premier est d'attirer les visiteurs, et ça marche. Il est 9 h, les caisses sont ouvertes, mais le parc ouvre dans seulement 1 heure. Pourtant déjà, des centaines de personnes sont sur place. Dans quelques instants, Thierry, le directeur technique, s'apprête à donner son feu vert. DPJ à tous, le parc est ouvert, bonne journée. Tout le monde court comme ça à chaque ouverture Oui, oui, c'est énormément d'ados. Donc effectivement, ils veulent s'éclater, donc ils partent en courant, ils viennent en tribu, ils veulent aller sur les attractions phares, comme Goudurix, comme Menhir Express, comme Osiris, et donc ils se dépêchent. Aujourd'hui, le parc devrait accueillir environ 15 000 personnes, une forte fréquentation. Non, je pense qu'on va être largement au niveau de la prévision. Philippe est le directeur des opérations. De toute façon, on se tient au courant au fur et à mesure. Il est en charge du bon fonctionnement de l'organisation du parc. Aux entrées, sur les parkings, dans les restaurants et sur les attractions. Aujourd'hui, c'est la première journée d'Halloween et comme il fait très beau, on s'attend à avoir énormément de monde. Donc il est important pour nous de bien jauger dès le matin combien il va y avoir de monde sur le parc pour être sûr que derrière, en termes d'organisation, on va pouvoir être au rendez-vous de ce qu'attendent nos visiteurs. Bon Nicolas, tout se passe bien? Ouais, très bien. Ouais, on va réouvrir là en plus. D'accord. Non, rien de grave. Plutôt fluide. Ouais. Non, ça passe très bien. Bon. Pas de soucis avec les billets, rien du tout. Ok, donc ça rentre toujours autant. Bon, ok, super, merci. Mais voilà, le parc a ouvert il y a à peine 30 minutes et déjà toutes les attractions phares sont prises d'assaut. Comme ici, à Tonnerre de Zeus, 90 minutes d'attente. Alors Philippe vient vérifier que tout est maîtrisé. Ce qui est très important,
c'est que l'embarquement se passe le mieux possible, qu'on arrive à faire monter le plus de monde dans les trains dans un minimum de temps. Et donc qu'on va pouvoir éviter d'avoir une file d'attente qui devient trop importante. Même s'il faut faire tourner le maximum de gens, la sécurité doit être irréprochable sur les manèges. Il ne faut pas qu'on ait de problème de toute la journée, c'est le cas puisqu'on a un taux de fiabilité de ce type d'attraction qui est extrêmement fort. Parce qu'on fait de la maintenance le soir et la nuit et le matin avant l'ouverture du parc, de façon à prévenir tout éventuel problème. Ici, ce train embarque dans une course effrénée à plus de 80 km/h. Il enchaîne montées, descentes, double spirale, dodanes et virages relevés. Le moindre incident pourrait nuire à la réputation du parc. Mais pour l'heure, tout est sous contrôle. Il est 11 h, le flux d'arrivée s'est calmé. Merci. Bonne journée. Ce groupe de jeunes débarque après la bataille. Vous avez payé combien? On a fait un tarif futé parce qu'on a vu qu'on pouvait réserver 7 jours à l'avance. Et comme ça, on a payé un peu moins cher, moins de 40 €. Ça reste une ça somme quand même. Pour moi, pour se faire plaisir, il faut quand même avoir les moyens, je pense. Pour la somme de 38 €, pendant une journée entière, ils ont libre accès à toutes les attractions dans l'univers dépaysant d'Astérix et Obélix. Ce concept séduit aussi bien les amateurs de sensations que les fans de la bande dessinée. J'ai jamais vraiment lu les BD Astérix et Obélix, c'est pas un dessin animé que j'aime plus que ça. Mais le parc est vraiment bien, donc... Alors que moi, je suis fan. C'est toute ma jeunesse, Astérix, les BD. On voit déjà l'ambiance Égypte, on est passé devant les trucs des Suisses. On retrouve à chaque fois tous les thèmes où Obélix et Astérix ils font leurs aventures. On fait quoi, des jeux d'eau? Le groupe d'amis se dirige vers Menhir Express, un des grands classiques du parc. Mais voilà, ils ne sont pas les seuls. Allez hop, 45 minutes par là. Ouais, de toute façon, c'est là. On s'y attendait, premier week-end des vacances, donc c'est sûr qu'on avait prévu l'attente. Ils sont des habitués du parc. Alors les files d'attente, ça ne les effraie pas, du moment qu'ils peuvent faire un maximum d'attractions. Ce menhir flottant embarque pour un parcours de 5 minutes, avec des chutes qui vont jusqu'à 13 mètres de haut, pour des sensations garanties. Bonne petite attraction pour commencer. Ouais, ça valait le coup d'attendre. Oui, vraiment. C'est vraiment sympa comme attraction. Si les attractions restent le point fort du parc, c'est aussi sur les spectacles et les animations qu'ils misent pour attirer plus de visiteurs. C'est l'objectif recherché avec l'opération Peur sur le parc. Bienvenue dans un espace transformé en maison hantée géante. Ici, tout est fait pour effrayer les visiteurs. Bonjour. Derrière le décor, dans les coulisses, on s'active pour le prochain happening. Une centaine d'artistes se font grimer en zombies, monstres ou sorcières avec des effets spéciaux dignes d'un film d'horreur. La sorcière, voyante, qui lit dans les lignes de la main, les cartes, les boules de cristal, les entrailles de poulet. Moi je suis templier. Templier, chevalier de Templier. Là on va marcher dans les rues du Moyen-Âge, puis voilà, on va faire un peu comme tous les autres, quoi. On va faire peur aux gens, les surprendre, et puis voilà, quoi. Eddie est danseur et cascadeur. Lui va faire une chorégraphie en zombie sur la célèbre chanson Thriller de Michael Jackson. Le rôle principal, il l'a décroché parmi 40 candidats. Au parc Astérix, les artistes sont nombreux à postuler car l'emploi est attrayant. Vraiment beaucoup de disciplines différentes. En fait, ici, c'est qu'il n'y a pas que des danseurs, il y a aussi des comédiens, des magiciens. Et du coup, ça amène à rencontrer plein de gens. C'est ça que j'aime bien. Un travail plaisant, mais avec un rythme intense. Il va faire 8 représentations par jour pendant 2 semaines, et ce, de 10 h à 23 h. Bon, c'est pas trop dur de devoir enchaîner Non, tous les jours d'affilée là en ce moment? Non, ça va encore. Ouais, c'est assez... Là, on enchaîne 3 jours d'affilée où le parc est ouvert en journée ou en nocturne. Donc ça veut dire qu'on est vraiment actif et à fond toute la journée et la soirée. Donc les danseurs aussi, et je pense que c'est assez fatigant quand même. Ces contrats valent tout de même le coup.
car les artistes sont tous intermittents du spectacle. Pour conserver ce statut, il faut faire un maximum d'heures. Le maquillage, c'est 45 minutes de préparation, une épreuve pour les artistes. Ils n'aiment pas ça, l'argile. C'est froid, ça se C'est froid, ça colle, ça tire la peau. C'est vrai que c'est pas très agréable. Non. Pour finir, la perruque. Et la touche finale, les dents. C'est pas bon du tout. Dans 5 minutes, Eddie va entrer dans la peau de Michael Jackson. C'est une petite part de rêve de se dire que je vais rentrer dans la peau de Michael Jackson pour les gens pendant un court instant. Superbement bien fait, avec des maquillages parfaitement réussis. Très réaliste. Très réalistes, et ils atteignent leur but, on a peur. On vient avec la famille et tous les ans, et c'est le même engouement pour le spectacle. Et puis on profite des attractions aussi. Paris réussi. Avec Peur sur le parc, Astérix attire 2 fois plus de visiteurs. Mais ça ne suffit pas pour faire face à une concurrence de plus en plus redoutable. Alors le parc se bat sur tous les fronts pour attirer une nouvelle clientèle. Dernière en date, un espace dédié aux enfants de 3 à 8 ans, baptisé la forêt d'Idéfix. Pascal Flich, le directeur du parc, n'a pas hésité à injecter 3,5 millions d'euros. Il rejoint Thierry pour valider la décoration d'Halloween qui vient d'être installée pour l'occasion. Il a rajouté des citrouilles, quelques toiles d'araignée. Ça, c'est une très bonne idée. Non, et puis ça... On va faire un truc qui fait pas trop peur, en fait. Pas trop peur, mais c'est justement un petit peu différent et ça s'y prête bien. Un espace de 5000 m² avec aire de jeu, boutique, restaurant, mais surtout 5 nouvelles attractions à l'échelle des plus petits. C'est un investissement qui est très rentable et qui en tout cas a trouvé son public. Parce que ce qui est important pour nous, c'est pas de faire venir les mêmes gens. C'est investir pour faire venir des nouvelles niches de visiteurs. On était un parc connu pour de l'adrénaline et qui était très ouvert sur les ados. Et maintenant, on a recouvert un spectre beaucoup plus large. Et là, si vous voulez, on fait les petits téméraires de demain. Et là, Astérix. Mais approchez tous! Mais pour l'heure, les plus téméraires sont ceux qui vont sur la dernière grosse attraction, Osiris. Créée en 2012, la nouveauté fait encore fureur. 20 millions d'euros, c'est l'investissement le plus coûteux de son histoire. Mais il en vaut la peine car il attire 10% de clients supplémentaires par an. Ce qui est important pour garder l'attractivité, c'est avoir un programme sur 20 ans. Et sur tous les 5 ans, vous faites une très grosse attraction et vous la ponctuez au milieu d'un produit plus famille ou de spectacle. Donc nous, on a fait un roulement. Cette année, c'était la forêt d'Idéfix. L'année prochaine, c'est l'année de tous les spectacles. Pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et en 2017, on recommence avec un gros coaster, fort en adrénaline, une grosse expérience. Et ce cycle, il est très vertueux parce que si vous arrivez à garder la cadence, c'est ce qui va faire que vous allez continuer à développer votre parc. Voilà comment le parc résiste à la concurrence. Une nouveauté chaque année avec une stratégie commerciale ouverte aux nouvelles tendances. Pascal Flich vient tout juste de lancer l'application Astérix sur les smartphones. Ça me permet de voir que Osiris est à 45 minutes, Goudurix est à 25 minutes. Et je peux jongler sur les différentes attractions. Si on lui simplifie la vie avec une application où il sait qu'ici il y a 45 minutes, mais qu'il n'y a que 25 minutes sur une autre très grosse attraction, il va gérer son temps, il va optimiser. Et pour faire patienter, l'astuce, c'est de faire mettre la file d'attente sous l'attraction. Ça donne envie, je pense que les filles, elles flippent un petit peu, mais... C'est sûr, c'est même pas un tout petit peu. Ah ouais, je suis impatient. Là, je vois le panneau 1 heure d'attente à partir d'ici. Bon, je prends mon mal en patience. Mais je pense que ça va le faire. Voilà. Ouais, à chaque fois que... On les entend hurler. Bon, qu'est-ce qui nous attend? Dans la petite gare, la tension est maximale. Alexis, s'il vous plaît! Juste là! Il faut jongler entre l'arrivée des nacelles et vérifier que chacun soit bien attaché.
Dans une cabine aux allures d'un cockpit d'avion, c'est Belinda qui est aux commandes. Sa mission ? Assurer la sécurité des trains et en faire partir le plus possible. Moi, je contrôle sur mon moniteur, voir que tous les sièges sont bien fermés. Et après, j'attends le hockey du départ de la personne qui est au bouton là-bas qui dit que tout le monde est à sa place de chaque côté du train. Et donc, on peut envoyer le train. Mademoiselle, faut patienter à la porte bleue, s'il vous plaît. C'est parce qu'en fait... Oui, non, c'est pas possible. Vous attendez à la porte bleue. À chaque départ, des imprévus peuvent ralentir la cadence. La sécurité, ils peuvent pas stationner sur le quai comme ça, parce que nous, on peut pas envoyer les trains. On sait jamais s'il y a un enfant qui arrive trop vite et qui arrive au niveau du train. Voilà, il faut vraiment qu'on ait personne. J'ai trop peur. C'est pas possible. J'y arrive pas. J'aimerais beaucoup essayer, hein, mais je sais que j'en suis incapable. Ça va, mais on verra à l'arrivée. 90 minutes d'attente pour 1 minute 30 d'adrénaline. Les pieds dans le vide à 40 mètres de hauteur, à une vitesse de 90 km/h sur 1 km de rail. 8 inversions, 3 loopings. Prends l'eau dans la gueule. Trop bien. Ah, énorme. Ouais, ça va. Je referai direct là. Vraiment. J'ai eu du mal à monter dedans et maintenant je le fais direct. Une deuxième fois. Moi j'ai l'habitude des roller coasters, mais alors là il est bien sûr. Franchement, en plus au premier rang, la pleine vue, tu montes, tu descends, on se prend l'eau dans la gueule à un moment quand ça plonge là. C'est génial. Le business du parc, c'est aussi les restaurants, les snacks et les boutiques. L'objectif, faire dépenser tout au long de la journée. Un t-shirt pour ton petit frère. T-shirt, vaisselle, peluche, accessoires en tout genre, tout ce qui rappelle la bande dessinée est exploité. Ah, c'est trop petit, c'est pour les gars. C'est pour toi. En règle générale, c'est quand même des prix qui sont assez importants pour des choses que vous trouvez ailleurs, on va dire. Donc non, moi j'achète rien dans les parcs d'attractions. À part si je craque, mais non, c'est plus pour les familles ça, je pense. Oui, pour les petits en règle générale. On est typiquement les jeunes qui veulent juste faire des attractions. Voilà. Le budget, on n'a pas le budget pour acheter dans les boutiques. Si les jeunes ne sont pas les premiers à consommer, les familles, elles, se laissent tenter. Les boutiques rapportent environ 10% du chiffre d'affaires du parc. Mais le petit Gaulois surfe sur d'autres terrains pour attirer du monde à moindre coût. Comme le spectacle des dauphins et des otaries, le plus populaire. Ce show n'a rien à voir avec la bande dessinée, mais il est spectaculaire et rassemble petits et grands. C'est aussi pour le visiteur un moyen de faire une pause entre les attractions. Car ici, on vend une autre palette d'émotions. On surfe sur la tendresse pour les animaux. On s'attend plus à faire des attractions, des choses comme ça. On se rend pas comme c'est magique là, c'est vraiment un beau spectacle. Quand ils ont fait des saltos, ça a dû être très dur parce que c'était beau à voir et j'ai adoré. Ce spectacle est joué 5 fois par jour. À peine le show terminé, il faut déjà préparer le prochain. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui s'occupe des rations alimentaires des animaux. Par jour, pour les dauphins et les otaries, on n'est pas loin d'une centaine de kilos. On a plusieurs sortes de poissons pour cuisiner un peu de tout. Et tous les jours, on trie et on prépare une ration bien déterminée pour chaque individu. Une récompense est donnée à chaque figure exécutée, mais il faut les faire répéter entre chaque spectacle. On va écrire la version ? Grand jet d'eau. Marche avant. Salto arrière Guama. Et on rentre en dorsale. Avant chaque spectacle, on se réunit pour déterminer l'ordre des exercices qu'on va proposer aux dauphins. En fait, on a 8 versions de spectacles différentes. Et à chaque fois, du coup, on va redéterminer laquelle on choisit. Vous partez en pecto. Dans quelques minutes, un nouveau show va commencer.
Un véritable succès à chaque représentation. Avec un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros, le petit Gaulois a encore de beaux jours devant lui. L'année dernière encore, ce sont plus de 1,6 million de visiteurs qui se sont offerts des sensations fortes. Si le parc peut accueillir autant de visiteurs, c'est avant tout grâce à des manèges exceptionnels. Et beaucoup d'entre eux sont fabriqués à quelques kilomètres d'ici. Direction Rust en Allemagne, à 50 km de Strasbourg. Nous voici à Europa Park. Avec sa centaine d'attractions, il s'est imposé comme le premier parc saisonnier mondial, installé sur un terrain immense de 85 hectares. Aujourd'hui est un jour particulier. C'est l'inauguration officielle d'une attraction franco-allemande, celle d'Arthur et les Minimoys, tirée de l'univers du film de Luc Besson. Une centaine de journalistes est venue de toute l'Europe pour l'événement. Et dans la tradition allemande, on bénit les nouvelles attractions. C'est par l'inspiration et toutes les idées si magnifiques de Luc Besson et Eric Serra que nous pouvons demander aux serviteurs qu'ils nous aident. Halleluja! Es lebe Arthur und die Minimoys. Pour la première fois, Luc Besson va tester l'attraction complètement terminée. Moi, ça m'émeut du début à la fin parce que ça me fait bizarre de voir tous ces petits personnages qui reviennent. C'est vraiment bien. Il est accompagné des patrons du parc, la famille Mack. Ils ont mis à disposition tout leur savoir-faire dans cette attraction. Les pieds dans le vide, le visiteur alterne promenade et sensations fortes. L'attraction dispose d'un système de transport unique au monde qui associe prouesse technique et d'innombrables effets spéciaux. 25 millions d'euros ont été investis. C'est l'attraction la plus chère de l'histoire d'Europa Park. Et Roland Mack, le patron, est fier du résultat. Nous avons besoin toujours des nouvelles attractions et la combinaison avec un manège très nouveau, avec un grand régisseur du monde. On connaît seulement le succès de l'Universal avec Harry Potter et maintenant on a la même chose en Europe. C'est très formidable entre la France et l'Allemagne. Ils ont misé sur une attraction accessible dès 4 ans et qui convient à tout le monde. Alors la famille Mack espère attirer 500 000 visiteurs de plus par an. Et pour Luc Besson, c'était l'occasion de faire revivre son film. La proposition d'avoir une deuxième vie pour Arthur m'a réjoui parce qu'on est toujours un petit peu triste quand le film il est en vidéo, puis après il est à télé, puis après il disparaît un peu. Donc le fait de revoir Arthur renaître autrement avec une autre histoire, ça c'est excitant et c'est un vrai plaisir. Parce que moi, ce qu'on m'a demandé surtout, c'est de la créativité, de trouver des idées, etc. Donc je suis encore dans mon domaine, et bon. Mais je sais que techniquement, ils ont vraiment essayé de faire des choses qui n'existaient pas avant. Le ride en lui-même est assez révolutionnaire. Et là, je sais que pour eux, là, ils ont sué, ils ont vraiment travaillé. Donc je suis très fier d'eux. Près de 4 ans de travail acharné avec 15 ingénieurs. Un chantier gigantesque, soutenu par la chancelière Angela Merkel, venu encourager les équipes pendant sa construction. Europa Park, une fierté allemande, depuis 40 ans. Chaque année, ce sont près de 5 millions de visiteurs qui se pressent pour découvrir la magie du lieu. Et ici, tout est fait pour les accueillir. 11 grands 8, des dizaines d'attractions originales sur le thème de l'Europe, mais aussi des hôtels et des restaurants hors du commun, comme le Food Loop. Ici, les plats arrivent directement à table grâce à une montagne russe miniature. Mais à Europa Park, on trouve également un restaurant gastronomique. Une performance unique au monde dans un parc d'attractions. Le chef vient même d'obtenir 2 étoiles au guide Michelin. Et celui qui a eu l'idée de cet établissement de luxe, c'est lui, Thomas Mack, le benjamin de la famille. Wie geht's? Alles klar? Wie läuft's? Je suis très fier de ce restaurant parce que c'était mon idée. Pour moi, c'est très important que la famille et mon père il est fier de moi. C'est un très bel endroit pour travailler. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons travailler très librement. Ça se passe vraiment très bien. Et maintenant, en plus, je suis le seul chef étoilé au Michelin dans un parc. Waouh, je suis très fier. Chaque soir, le chef propose une cuisine française moderne, teintée de notes méditerranéennes, pour un menu à partir de 65 €.
Alors, vous voyez maintenant le menu de ce soir. Alors, on offre toujours un menu. Ça change tous les 2 semaines. Un menu. Voilà, alors, on a des homards, des bretonzols, turbo veau, pigeons, black angus filet. Alors, on a vraiment une cuisine extraordinaire. Bien sûr, le foie gras pour notre client français. Et pour ses clients de luxe, le parc ne lésine pas sur les moyens. Une suite est même à leur disposition. Pour 1 000 €, il est possible de séjourner dans l'univers de Kennedy. Alors maintenant, dans notre suite John F. Kennedy, alors maintenant on est dans la tour, on a une vue extraordinaire sur le parc, sur l'hôtel. On a un sauna, c'est vraiment une suite qu'on ne voit pas dans le monde. Le parc est aujourd'hui le plus rentable d'Europe, avec un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Le secret de ses concepteurs, innover à chaque instant. Le Blue Fire et le Silver Star sont les 2 attractions phares. Des grands 8 vertigineux dans lesquels s'enchaînent looping et vitesse extrême. Sensation forte garantie. Ici, il faut avoir le cœur bien accroché. Les poussées d'adrénaline rythment toute la journée au parc. Pour cette famille française, l'expérience est inoubliable. À chaque fois, ils en redemandent. C'est la combienième fois que vous le faites? 30e fois, je pense. Une bonne 30aine de fois. Et vous vous en lassez jamais? Non, le Blue Flyer, on s'en lasse pas trop. Même Europa Park, on se lasse pas trop de venir à Europa Park. Enfin, on est tous des grands enfants. Ces attractions hors du commun, la famille Mack les fabrique elle-même. À quelques kilomètres du parc, elle possède sa propre usine. C'est ici que sont inventés chaque jour des nouveaux manèges. Leurs clients, le parc Astérix, Nigloland et des parcs du monde entier. C'est pour un client. Je suis désolé, je ne suis pas autorisé à vous dire de qui il s'agit, juste que c'est un client en Asie. C'est un projet de 10 millions environ, 10 millions d'euros. C'est une gigantesque montagne russe. L'année dernière, l'entreprise familiale a vendu 17 attractions à travers le monde pour 60 millions d'euros. Europa Park, c'est un peu comme leur showroom à ciel ouvert pour attirer de nouveaux clients. C'est bien sûr un autre grand avantage parce que nous avons notre propre parc et nous avons également notre usine, alors que les autres concurrents n'ont pas de parc. Tandis que nous avons Europa Park avec nous, alors forcément, nous pouvons toujours apprendre. Quand on construit un nouveau manège, on apprend sur la manière dont on peut s'améliorer, ou ce qui est déjà bien, ce que l'on peut perfectionner. Toujours s'améliorer, c'est aussi inventer des univers merveilleux. En ce moment, le groupe travaille sur un sous-marin animé pour des clients anglais. Un projet faramineux. L'idée, c'est de donner l'impression au public d'être 20 000 lieues sous les mers. Le principe, c'est que le sous-marin est fixé sous le rail et il plonge sous l'eau. Du coup, le visiteur a la sensation de s'enfoncer dans les profondeurs de la mer. Alors bien sûr, ce n'est pas vrai. Ils sont juste dans un aquarium. Mais les poissons, de vrais poissons, nagent autour du bateau, ce qui donne la sensation d'être sous la mer. Ce sous-marin fantastique devrait être livré d'ici 1 an. Cet exploit est possible grâce à une équipe d'ingénieurs qui travaille à l'année pour proposer des attractions toujours plus audacieuses. Parfois, nous avons des catalogues dans lesquels sont présentées nos attractions. Le choix est large. Vous pouvez avoir celui-là, celui-là ou bien celui-là. Mais parfois, un client arrive en disant « J'ai une idée toute nouvelle d'attraction. Est-ce que vous pensez pouvoir la réaliser pour nous ?» Alors on discute et on voit si c'est possible ou pas. Et si c'est possible et que nous avons les capacités de le faire, alors on leur dit « Banco, oui, on peut le construire. » Donc vous êtes capable de tout construire ? Non, pas tout. Presque tout. Oui, presque tout. Ce qui est fun. Notre slogan, c'est « Rendons les gens heureux ». C'est ici que sont construites 85% des attractions d'Europa Park. Le parc est donc le showroom de Mack Rides. Il sert à promouvoir ses manèges auprès de futurs clients, comme ici avec la nouvelle attraction d'Arthur. Ça, c'est notre rail de test. On l'a construit pour la nouvelle attraction d'Arthur. Et cette attraction n'est pas comme une montagne russe classique, car il y a des moteurs à bord. Du coup, on a dû les tester ici. C'était à peu près 500 heures de travail d'ingénierie. Et pour le construire, ça nous a pris environ 3-4 mois.
Une attraction comme celle d'Arthur n'existait pas sur le marché. Alors les ingénieurs ont dû inventer de nouvelles techniques. C'est ce savoir-faire artisanal unique qui fait la renommée de McRides dans le monde entier. Ça, c'est un rail de correspondance qui fait partie du manège qu'on va livrer à l'Asie. Pour livrer une attraction comme celle-là, il faut 45 containers de 12 mètres de long chacun. 45 containers pour charger des kilomètres de rails. Ils vont être acheminés jusqu'au port de Rotterdam et ensuite transportés par bateau jusqu'en Asie. Nous, on construit le manège, on fait tous les tests nécessaires, ensuite on le livre aux clients. Sur place, ils engagent une équipe qui se charge du montage de l'attraction. Nous, on ne fait que leur envoyer des ingénieurs qui vont superviser les travaux sur place. Car cela coûterait beaucoup trop cher de leur envoyer de grosses équipes sur place. Faire rêver, créer des univers magiques à la pointe de la technologie, c'est le credo d'Europa Park. C'est dans cet esprit que l'attraction des Minimoys a été conçue. Tout a été pensé dans les moindres détails, jusqu'à la musique. Elle a été confiée à Eric Serra, le compositeur star du cinéma français. Ce soir, il vient pour vérifier que le son soit parfait. Hello. C'est comme quand je fais une musique de film, je la suis jusqu'au bout parce que j'ai envie que ce soit le mieux possible, comme quand je la compose. Donc là, c'est pareil, je viens faire ça parce que j'ai envie que ça soit le mieux possible pour que ce soit optimisé, puis ça vaut le coup. C'est une tellement belle attraction que je trouve ça normal. Les derniers réglages sont très précis. Eric Serra a détecté un problème dans les haut-parleurs. Là, il y a un petit problème avec les haut-parleurs de basse, les boomers. On est obligé de faire une petite équalisation parce qu'il y a un problème de saturation. Parce que voilà. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais en même temps, on va voir, on va faire l'équalisation. Si ça se trouve, ça ne sera pas gênant. Mais... En quelques minutes, les ingénieurs du son modifient quelques branchements. La musique est une partie intégrante de l'attraction. Là, ce qu'il explique, c'est qu'il a intégré un delay sur ces haut-parleurs-là, enfin sur ceux-là, oui. Non, d'ailleurs, sur ceux-là, parce que comme quand on est assis, on a les oreilles proches de ceux-là et à 40 cm de ceux-là, il a mis un délai de compensation calculé sur la vitesse du son pour que les deux arrivent au même moment dans les oreilles. C'est ultra perfectionné. C'est très, très classieux. Eric Serra va maintenant pouvoir découvrir sa création en temps réel. Alors, on va tester le son en faisant... Ah là, on va tester, ouais. L'aventure commence. Yeah, we have enough trumpets. Yeah. Le musicien fait plusieurs tours jusqu'à ce que le son soit parfait. Une plongée dans un monde fantastique qui fait autant rêver Eric Serra qu'il fera rêver les enfants. Si les manèges familiaux sont à la pointe de la technologie, malheureusement, tous ne sont pas aussi sûrs. Changement de décor. Nous sommes en région parisienne. Boifle dans les Yvelines. 600 personnes se sont réunies pour une marche blanche. Ils sont venus soutenir une famille en deuil. Leur fille, Maëva, a perdu la vie dans un manège pendant une fête foraine. Bonjour à tous. Je suis la maman de Maëva. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui pour rendre hommage à notre fille. Maëva avait 13 ans. Elle n'aurait pas dû mourir dimanche. Elle est montée dans ce manège et a perdu la vie. 8 septembre 2014, à la fête foraine de Flins, dans les Yvelines. Maëva est venue passer la journée avec ses proches. Elle s'offre un tour de chenille, un vieux manège. Mais pour Maëva, l'attraction tourne au drame. La jeune fille est éjectée et écrasée sous les coups du wagon. Quelques minutes après le drame, policiers et experts sont sur place. Une enquête est ouverte afin de déterminer les causes du décès. Nous sommes allés à la rencontre des propriétaires du manège. Ils ont refusé de nous accorder une interview, mais selon eux, l'attraction était aux normes et la sécurité n'est pas à remettre en question. C'est toujours pareil, hein, si les clients restaient assis dans la voiture, ça se passerait jamais. Je vous filme juste... Ah non, c'est terminé ça. Bon, merci. Mais en fait... Non, parce que y a rien à dire.
C'est un problème de personnes et pas de matériel. Donc voilà. Si les gens respectaient les règles, comme on leur impose et comme c'est marqué sur toutes les pancartes, ça ne serait pas arrivé. Voilà. Il faut mettre hors de cause la chenille parce que de toute façon, tout est en règle. On a eu tous les contrôles, tout a été fait et ils n'ont rien trouvé de particulier. Sur place, les premiers témoins sont venus rendre hommage à Maëva et déposer des gerbes de fleurs. Comme ces jeunes, très affectés par la tragédie et ses circonstances. Elle est tombée en dessous du manège et le monsieur qui s'occupe du manège n'a pas remarqué. C'est la mère de la jeune fille qui a remarqué ça et qui a dû aller le prévenir. Et en attendant qu'ils arrêtent, les pompiers qu'ils arrivent, en une demi-heure, elle était décédée. Ils l'ont arrêtée très tard, ça a été... Enfin, je veux dire, elle aurait probablement, je pense, pu être sauvée si le manège avait été arrêté à temps, mais... C'est scandaleux. Ouais, c'est vraiment, atroce. Comment on peut laisser des manèges s'installer comme ça et qu'au final, ils sont juste défectueux et qu'une chose comme ça arrive, c'est épouvantable. Selon ces témoins, les forains n'auraient pas réagi à temps et seraient donc en partie responsables de ce drame. Des forains qui eux aussi restent choqués au point de vouloir tout abandonner. On s'arrête là, vous voyez, là on s'en va parce qu'on ne peut plus voir ça, là, les fleurs qu'ils nous mettent, les trucs. Nous, on a du mal à... Déjà, on se met à la place des parents, mais bon, il faut se mettre aussi à notre place. Donc là, on remballe la caravane et on s'en va. Et du coup, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas continuer Ah non, c'est terminé. Vous savez, quand il nous arrive un truc comme ça, je crois qu'on n'a plus envie que les gens remontent dedans. Le manège dans lequel Maëva a trouvé la mort a plus de 50 ans. Sa famille en colère a décidé d'attaquer les forains en justice. L'enquête est toujours en cours. Les accidents, même s'ils sont dramatiques, restent exceptionnels. Le précédent remonte à il y a 3 ans. Car en matière d'attraction, les municipalités sont très vigilantes et les forains sont soumis à des contrôles très stricts. Direction le sud-ouest de la France, à 100 km de Toulouse, dans le centre-ville de Tarbes. Il est 15 h et un drôle de manège se met en place. En fin de journée, la fête foraine va ouvrir ses portes. Alors à peine le marché terminé, la place est investie par une centaine de camions. Ces forains ont quelques heures pour s'installer et ce branle-bas de combat dans le centre-ville ne se fait pas sans quelques négociations. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher le plus possible de cette ligne-là? Eh oui. Avec Christian, on a vu, je démarre à 1,50 m de là. Ouais, mais si vous pouvez démarrer qu'à 50 ou 1 mètre, ça serait bien. Éric Troussard, responsable du commerce à la mairie, et Christian, le placier, tentent de dénouer les problèmes d'emplacement. Il faut satisfaire tout le monde et concilier réalité du terrain et désiderata des forains. Lionel, t'arrives où? Là? Et ben alors? Au bord du manège, il arrive là? Oui. Et après, il y a le plancher d'1 mètre. Voilà, après. Ces forains n'arrivent pas à placer leur manège côte à côte. Ils sont trop serrés et risquent de déborder sur la chaussée. Il faut essayer de ne pénaliser personne, ni les commerces sédentaires, ni les forains, parce que c'est leur gagne-pain aussi. Donc voilà, on est là pour tout concilier, trouver une solution pour que les gens puissent travailler dans la meilleure harmonie possible. Et à l'autre bout de la place, un autre forain est lui aussi confronté à un problème. Son énorme camion ne rentre pas sur l'emplacement qui lui a été attribué. Si jamais je monte là, je le bouche à lui. Et si je monte comme vous avez prévu, je vais sur la terrasse du bar de la... Non, au départ, on avait prévu en travers. Là. Ouais, en travers. Il ne peut pas en travers. Pourquoi? Et parce qu'il ne peut pas, parce que les gens ils vont complètement en retrait. Et eux, ils vont vouloir s'avancer sur la route et ça sera le bordel. Lui, il faut qu'il vienne ici. C'est le seul souci. On est un petit peu à cran là. On est en train de monter. Et on a la bourre, il pleut et voilà. Et on va faire avec. Si ce forain commence à perdre patience, les commerçants de Tarbes sont eux aussi sous pression. Cette restauratrice ne voit pas d'un très bon œil ces gros camions devant sa terrasse. On veut cette année, à la demande de vous tous, de laisser tout ce côté de stationnement pour vos clients et puis une voie de circulation. Que ce soit pour nos clients, que ce ne soit pas les camions. Ah non, 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 non. Tout ce côté-là, les camions des forains ne s'y mettront pas. Le commerce ici et là-bas. Non, 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 mais là, il est en train de manœuvrer.
À la vue du camion du manège là devant, bon, c'était pas possible. Mais bon, justement, ils sont en train de s'installer donc les sols de temps et puis voilà quoi. On arrive toujours à s'arranger parce qu'on est quand même là depuis 35 ans et on n'a jamais eu trop de problèmes avec les forêts. On met Anthony à la manivelle, tu mets derrière. T'as Anthony, tu moulines doucement, tu passes. La situation enfin apaisée, les forains peuvent s'installer. Pourtant, ils ne sont pas complètement satisfaits. On se bat pour notre fonds de commerce et pour nos enfants parce que petit à petit, on nous réduit les places, on nous réduit le métrage et un jour ou l'autre, on sera éliminé si on se laisse faire. Le montage des manèges peut enfin commencer. Mais au bout de quelques minutes, les forains vont être confrontés à un problème inattendu. On élague un peu le platane parce que pour la sécurité au niveau du manège, ça gêne, donc on diminue quelques branches, quoi. Cet arbre un peu trop proéminent pourrait se révéler dangereux. Pas question pour les forains de prendre le moindre risque. Pour avoir plus de sécurité, on va sortir celle-là. Là. Un petit bout du trognon, un petit bout de l'autre, c'est bon. Hein. Non, qu'est-ce qu'on pense ? Les minutes défilent. Difficile de savoir si les forains vont être prêts à temps. On espère qu'on va être prêts, ça c'est sûr et certain. Ça, malgré la météo. Elle n'est pas là pour nous en ce moment, mais enfin on va faire avec, on s'adapte. On n'a pas le choix, on est comme ça, on travaille dehors. Donc qu'il neige ou qu'il pleuve, il faut qu'on y soit. Et pour couronner le tout, la météo a décidé de jouer les troubles fêtes. On perd un salaire à nous avec le temps. Si on a perdu une fête, celle qui vient après, on ne rattrape pas ce qu'on a perdu. Pas d'autre choix que d'arrêter le montage des manèges. Quelques heures plus tard, changement d'ambiance. La météo semble plus clémente. S'occuper des manèges, c'est le quotidien de Thomas depuis qu'il est né. Car quand on est forain, on se transmet les manèges de génération en génération. Depuis tout petit, je suis avec mon père. Depuis que je suis né, je suis là-dedans. C'est de père en fils, c'est des générations de générations. Ça suit. Généralement, on ne quitte pas ce métier-là quand on est là-dedans. Ça nous plaît trop. Mais à quelques minutes de l'ouverture, un problème va menacer le début des festivités. Il y a une patte qui est un peu tordue. Thomas appelle immédiatement son père. C'est ce que j'essaye de faire. J'en ai débloqué un, là, celui de droite il est débloqué. Et celui de gauche, même en le poussant à la main, il ne bouge pas. Et le jeune homme assume parfaitement de faire appel à son père. Il faut quand même faire attention avec des manèges comme ça, il faut être sérieux. Donc il m'apprend le métier, moi j'écoute. Moi, je sais ce qu'il va me dire et comme ça plus tard, je ferai ce qu'il y a à faire. Et grâce à lui, tout est réglé en quelques minutes. Le manège sera prêt pour ce soir. 21 h, la nuit est tombée sur Tarbes. Les forains peuvent enfin ouvrir leurs attractions au public. Les premiers clients arrivent, des adolescents. Et pour être sûr qu'ils reviennent, Thierry a une méthode marketing qui a fait ses preuves depuis longtemps. Ah oui, on fait tarif réduit les premiers soirs parce qu'on ne va pas trop leur prendre d'argent pour mieux les servir ce week-end. C'est des petits jeunes, ils n'ont pas trop de sous, c'est la crise en ce moment et puis ils reviennent tous les ans. On essaye de les fidéliser le vendredi soir. Pour 10 €, ces adolescents vont avoir droit à leur quart d'heure de frayeur. Frisson garanti. Alors j'ai un tremble, c'est trop bien. C'est trop bien, juste 40 mètres de hauteur, c'est impressionnant. Il faut pas avoir le vertige. Mais tout le monde n'est pas aussi téméraire. Ces deux jeunes gens ont préféré laisser leurs copines tester l'attraction. Vous va y aller, vous? Ah non, non. Ça... Moi, je vais sortir tout mon repas, sinon ça va pas le faire, je pense. Moi, ça me fait un peu peur, quoi. Je suis un peu trouillard sur les bords pour ça. Si jamais ça se décroche, j'ai pas envie de... C'est pas rassurant, quand même. C'est la fin de la journée. Au blackjack, on a le sourire. Ça va tomber. Car les jeux d'argent en France rapportent toujours gros. Voilà, il n'est pas gonflé. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée, ça a été. Il y a eu du monde, ne croyez pas. Hein. Croyez pas. Mais côté manège, le bilan est bien plus décevant. Alors quand on est forain, seule solution, rester optimiste.
Manque de fréquentation ce soir, on verra demain. Demain c'est samedi, on ouvre à 14 h, on ferme vers 2-3 h du matin. Normalement demain c'est une bonne journée. D'une fête à l'autre, c'est jamais pareil. On n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on a toujours des problèmes et des soucis, quoi. Avec un climat de plus en plus sombre, les forains ont du mal à envisager l'avenir avec sérénité. Certains ont donc décidé de perpétuer la tradition en se sédentarisant. Maximum de puissance. D'Aulencourt, à 50 km de Troyes. Patrice Gélis a réalisé ici un pari fou. Ouvrir en pleine campagne un parc d'attractions, Nigloland, créé en 1987. T'as encore pris 2 balles, bonjour. Encore une balle. Ça ressemble à quoi? On est à 4,5 à peu près. 4,5, on va faire 5000 là. C'est bien pour un dernier, hein. T'es content? Bon bah allez, super. Bonne journée. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la saison. Le parc va fermer ce soir pour l'hiver. Alors, c'est l'heure du bilan pour Patrice et son frère Philippe. Encore une bonne journée. On va finir en beauté. C'est parfait et totalement inespéré. Mais... Inespéré, et l'hôtel est plein, il y a encore plein de monde partout. Peut-être on devrait faire les prolongues. Non, c'est bon. Faut qu'ils restent sur leur faim. Et j'ai eu une révélation cette nuit. Ah, c'est bien. Pour la nouvelle future attraction. Ah, parce que mon frère fait les 3-8, même la nuit il travaille. On l'appelait cerveau fertile en langage indien parce que moi il m'avait... J'avais baptisé chien enragé parce qu'il était un peu virulent, mais c'est normal. Ouais. Donc on a fait une bonne équipe, vous voyez. Il y avait un cerveau fertile, un chien enragé, donc ça marche bien ça. Nigloland, c'est avant tout une histoire de famille. Depuis des générations, les Gélis sont forains. Ce sont les frères Patrice et Philippe qui ont décidé de se sédentariser. Alors leur parc, c'est un savant mélange de sensations fortes et de manèges d'antan. Un manège comme ça, c'est notre attachement à notre métier de forain. On est resté avec de la couleur, des voitures, la musique, le rock'n'roll. Ici, on est loin des mastodontes de l'animation. Même si Nigloland accueille plus de 500 000 visiteurs par an, il reste un parc convivial avec son ambiance un peu hors du temps. C'est bien d'avoir fait l'effort, hein, vous montrez l'exemple. Hein. Merci, merci. Il faut faire honneur au parc. Hein. À 28 € l'entrée, le parc ne désemplit pas. Une clientèle de locaux habitués des lieux. Voilà, c'est un beau final. Merci d'être venus si nombreux hein, pour le dernier jour. Mes enfants sont nés en même temps avec, donc on est toujours venus là. Et je vous dis, il y a pour tous les âges, même moi qui n'ai pas trop manège parce que je suis malade, j'aime bien, on se balade. Les propriétaires, ils sont beaucoup dans le parc, on voit qu'ils s'investissent beaucoup, quoi. Ils sont avec nous, quoi, avec les gens, ils disent bonjour. Non, franchement, on sent que c'est convivial, quoi. Coucou, ça va les jeunes? Oui, on a... Vous êtes bien amusés? Ouais. Bah attends, on vient juste de commencer. C'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Plus que cool. Plus que cool. Vous montez pas sur le grand manège, là, vous? Si. Si. Vous n'avez pas peur? Vous avez peur, vous êtes des trouillards, je suis sûr. Mais si. Ça fait plus... Et ce qui plaît surtout aux visiteurs, c'est l'impression de se retrouver dans une vraie fête foraine. Bonjour Madame Babette. Dernier jour, profitez. À quelques mètres des attractions, c'est ambiance pomme d'amour et course de chevaux. Comme si on y était. On a gardé nos racines. Hein. Et puis nos instincts d'habiles preneurs. Non, il faut amuser les gens. La fête foraine, c'est une source d'inspiration. Chez les Gélis, on travaille en famille depuis toujours et la dernière génération n'a pas failli à la règle. Bonjour mademoiselle. Merci de venir. Valentine, la fille de Philippe, a toujours travaillé dans le parc. J'ai été à la crêperie, j'ai été... Le matin, je suis en caisse à l'entrée. J'étais au snack, j'ai fait le débarrassage, j'ai vidé les poubelles, nettoyé les toilettes, pas tout. Et maintenant, je vends des jetons. C'est ça, ma vie, c'est ça. Je ne me vois pas à l'autre part. C'est un privilège terrible qu'on a. Par exemple, le fils d'un chirurgien, il ne peut pas être au contact du travail de son père, même si le travail de son père peut l'intéresser. Mais nous, on est un petit peu comme les agriculteurs. Les gamins d'agriculteurs, ils montent sur le tracteur et ils ne se posent pas beaucoup de questions non plus. Ce sont des métiers qui se transmettent de génération en génération, sans avoir appris vraiment un gamin d'agriculteur ou un gamin de forain. Quand il a 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, il a appris un métier sans s'en rendre compte tout naturellement, comme nous. Donc on est baigné là-dedans, on est né là-dedans. Ça nous semble bien sûr une évidence et ce serait dommage de ne pas perpétuer 200 ans d'histoire.
Cette année, le parc a encore voulu s'agrandir en s'offrant un nouveau projet, l'Alpina Blitz, un méga grand 8 de 700 mètres de parcours. Une création sur mesure qui enchaîne looping et accélération. Un manège qui a coûté la bagatelle de 8 millions d'euros. Bon alors, beau final. Combien de départs vous avez? On est à 300 là. Hein 300 départs. 300 départs, ouais, c'est 360, bien. Ouais. 360. Donc ça fait 15, ça fait 4000, 5000 personnes, ça fait quand même 5000 passages. Ça fait 5000 passages quand même. Hein. Tout le monde a fait un tour en fait, à peu près. Cette attraction, c'est donc la star du parc. Alors Philippe Gélis y fait très attention. Et la sécurité est sa priorité. C'est un manège de dernière génération, donc avec des sécurités qui sont multipliées. Par exemple, sur les harnais, vous avez double système hydroélectrique qui sont totalement indépendants et qui sont contrôlés journellement. S'il y en a un qui est en panne, il y a toujours un deuxième. Mais on vérifie quand même par acquis de conscience, on vérifie quand même manuellement. Ce monstre d'acier de plusieurs tonnes exige donc une attention constante et des soins dignes d'une berline de luxe. On les rend trop chauds. Alors chaque soir, les wagons sont parqués dans un garage privé. On rentre les trains ici, là au-dessus des fosses. La zone est chauffée à une température constante de 18 degrés. C'est un petit peu comme les plantes exotiques. Mais ça permet d'avoir toujours le matériel en bon état et avec une température, la graisse des roulements doit être à température constante. Parce que par exemple, en cas de grand froid, si vous mettez le train sur le circuit, il pourrait ne pas remonter la côte. Et maintenant, je vais vous emmener dans les coulisses. Sous les wagons, on trouve un système extrêmement sophistiqué de roues motrices. Le train doit pouvoir rouler à plus de 100 km/h, la tête en bas, sans se décrocher. Et ce manège a été fabriqué à l'usine d'Europa Park, McRides. Donc là, vous pouvez constater que ça, ce type de matériel, comme on utilise maintenant quand on a des manèges performants, ça correspond même pas, c'est pas de la qualité automobile. Quand vous voyez comme c'est construit, les pièces sont parfaitement usinées, c'est de la mécanique, c'est proche de la mécanique d'aviation. Donc c'est indestructible un manège comme ça. Et donc là, il y a vraiment depuis quelques années, depuis 10-15 ans, une sécurité accrue sur nos manèges et qui garantit une sécurité presque à 100%. Parce que c'est pas possible de construire une machine avec plus de soins. Je sais pas, on dirait presque de l'horlogerie, c'est magnifique. Afin de satisfaire ses visiteurs, Nigloland n'hésite pas à régulièrement investir dans la nouveauté. Ce soir, pour la fermeture de fin de saison, le parc finira en beauté avec un feu d'artifice. Un bouquet final digne des plus belles fêtes foraines. Retour au Puy du Fou, récompensé meilleur parc du monde. Avec 23 millions d'euros investis l'année dernière, le parc peut présenter des spectacles exceptionnels. Et ce qui fait aussi leur réussite, ce sont les costumes. Nous sommes dans l'atelier où ils sont imaginés et créés. Et le chef d'orchestre de cette usine à rêves, c'est Jean-Louis Liégeois. Donc là, par exemple, c'est un casque romain qui nous sert pour le spectacle du stadium. Et vous avez ici un autre casque qui nous sert aussi, qui est aussi romain. C'est un casque authentique. Avec son masque doré, on pourrait penser qu'il ne l'est pas. Mais en fouillant un peu dans l'histoire, on fait des belles découvertes. Il y a la réalité historique, mais pas forcément. Il y a aussi l'image d'Épinal, la connaissance un peu populaire de l'histoire, qui fait qu'on s'inspire de tout ça pour créer nos costumes. Des uniformes militaires du XVIIIe siècle aux tuniques des gladiateurs romains, ils sont 5 petites mains à travailler toute l'année pour recréer les styles d'antan. Si les créations du parc s'inspirent de vêtements typiques, les coutures cachent aussi des secrets beaucoup plus modernes. Elles semblent simples comme ça, mais pour nous, c'est un peu notre chef-d'œuvre au sens médiéval du terme. On a cherché le système qui fait qu'elle puisse sortir de l'eau, tout en étant éclairée de l'intérieur. Éclairer une robe de l'intérieur, c'est facile, mais mélanger la lumière, l'électricité avec l'eau, souvent, ça ne fait pas bon ménage. Il y a à peu près 1500 lampes à l'intérieur qui ont été peintes en fonction du positionnement dans le costume. Un long temps de recherche, à peu près 3 à 4 mois de recherche, et après 2 mois de réalisation, de tests, ensuite, avant de passer à la période des répétitions. Donc voilà, on a tout déposé, ce sont des brevets Puy du Fou, avec ces techniques propres qui sont très secrets et qui font partie de notre mystère du Puy du Fou. Ce soir encore, il faudra habiller 50 figurants pour le spectacle. Et parmi eux, la fameuse robe médiévale à lampe intégrée fera sensation. Un habit de lumière qui gardera ses secrets de fabrication. C'est aussi ça, la magie du Puy du Fou.
Ce show de son et lumière, c'est l'un des spectacles qui fait le plus sensation auprès des visiteurs. Pendant 1 heure, un ballet de danse panoramique va se jouer sur un lac de 5000 m². Le tout accompagné d'une symphonie de jets d'eau colorés. Mais le spectacle qui attire le plus de visiteurs et qui fait la renommée du parc, c'est la reconstitution grandeur nature d'un combat de gladiateurs. Ici, dans cette arène gallo-romaine entièrement reconstituée, une centaine de figurants vont réinterpréter les jeux de cirque. La cruche qui est là, c'est normal ou pas? Aujourd'hui, c'est la dernière représentation de la saison. Même si le show est déjà bien rodé, il se doit d'être époustouflant. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on modifie des chorégraphies, on améliore les cascades. Les artistes ont peu de temps pour répéter, alors ils mettent les bouchées doubles. 4, 5, 6, 7, 8. On est en train de refaire la chorégraphie pour des vestales, les gardiennes du feu. On est censé être que 4 vestales durant le spectacle. Et là, on augmente le nombre, donc il faut quand même un minimum répéter pour bien placer toutes les filles, pour avoir des belles formations. Dans les vestiaires, c'est l'ébullition. La troupe de comédiens a 1 heure avant d'entrer dans l'arène. Alors même si tout est bien rodé, pas de temps à perdre. Il faut s'équiper comme un gladiateur romain. Ce soir, tout doit être parfaitement répété, car la chorégraphie a exceptionnellement été modifiée pour la dernière. Toi, tu me charges, tu montes du truc et... C'est beaucoup de changements pour vous là pour la dernière ou pas? Ah oui. Oui, parce que forcément, on a un effectif plein. Donc du coup, on peut rajouter des prisos, des gardes, on peut rajouter des combattants. Mais du coup, il faut que tout ça puisse s'agencer sans que ça provoque des problèmes, des couacs, une mise en place d'accessoires qui n'a pas été faite à temps, ou alors des changements qui n'ont pas été prévus. Vas-y, mets-toi droit. Voilà. Là, on avait pensé un style un peu plus décontracté. Non, mais ce que je voudrais plus, c'est un petit dégradé, vous voyez, avec une couleur par là. Parce que j'ai mauvaise mine en ce moment. Alors... Oui, c'est vrai. Donc ça lui dégage le visage. Voilà, tout à fait. Fait ressortir ses cicatrices. Tout à fait. Topo! Laurent, le directeur artistique du spectacle, convoque la troupe avant d'entrer en scène pour ajuster les derniers détails. S'il vous plaît, tout le monde est là? C'est bon? Chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que c'est le dernier topo de la saison 2014. Et tout ça pour le 248e spectacle de la saison. Que le succès, on l'a jusqu'au bout, c'est-à-dire que même que d'ici 40 minutes, vous allez rentrer sur scène pour la dernière fois, mais vous devez y rentrer avec la même aptitude, la même envie surtout, et surtout la même concentration. Ce n'est pas parce que c'est le dernier spectacle aujourd'hui qu'il faut relâcher. Au contraire, il faut tout lâcher, mais dans le bon sens, d'accord? Il faut que les gens soient tous debout, au final, tout à l'heure. Bon spectacle à tous! Dans 20 minutes, ils seront dans l'arène. En attendant, direction les écuries. Mathieu va participer à une course de chars. C'est lui qui va réaliser la cascade la plus périlleuse du spectacle. Meneur de chars, un métier oublié depuis 2000 ans et qui reprend vie ici, au Puy du Fou. J'interprète le rôle de Routuba de Carthage. Donc je suis un des, entre guillemets, dans le spectacle, je suis un des meilleurs meneurs de chars du monde. Malheureusement, les péripéties du spectacle vont faire que moi, je ne vais pas gagner la course et que je vais casser mon char en 2. Pendant la course, en fait, il y a toute cette partie-là qui va s'échapper. Toute cette partie ici. Toute la caisse, en fait, va disparaître et il ne restera plus que l'avant. Donc moi, je me fais traîner, en fait, derrière le char une fois qu'il a été cassé. Une cascade difficile à régler au millimètre qui demande de l'entraînement car les risques ne sont pas des moindres. Et pourtant, les protections sont minimes. Vous voyez, j'ai pas de coudière, j'ai pas de brassière parce que la manière dont on effectue la cascade, en fait, elle est maîtrisée, donc on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup de protection. La seule protection qu'on s'autorise, voilà, c'est un short rembourré, en fait, qui permet d'éviter les problèmes au niveau de la hanche et au niveau du fémur. Après, le reste, il y a quelques petites éraflures au niveau du coude, au niveau du bras, mais c'est pas des grosses éraflures. Malgré les risques, Mathieu ne renoncerait pour rien au monde à sa place sur le char. On réalise des rêves de gosse. Hein. Quand on est jeune dans les cours d'école, on se court après et en s'imaginant chevalier, en faisant des combats de chevaliers. Ben ici, on est des chevaliers des temps modernes et on transmet de l'émotion aux gens, on transmet de l'émotion aux spectateurs. Donc en général,
Si vous prenez pas de plaisir, vous pouvez pas la transmettre. Pour la dernière, le président du parc, Nicolas de Villiers, vient encourager les comédiens. Ça va, Nat? Ça va? Attentif à chaque détail des spectacles, Ça va bien? il vient s'assurer que la dernière sera à la hauteur des attentes promises. Je connais pas tout le monde, mais c'est important d'essayer de connaître à peu près tout le monde. Et c'est une manière encore une fois, de garder le contact avec ce qu'est le cœur de notre métier, le spectacle. Ça va bien? Ça va, la forme? pêche, ouais, ça va. Ça va. Bon, pareil, c'est bon? Bah oui, dernière. Ouais, la dernière. Bon, tu vas nous le casser, celui-là. Hein. Ouais, mais je sais pas, parce qu'ils sont en train de me mettre de la pression depuis tout à l'heure, donc Ouais. c'est la dernière en général, on sait jamais. Ouais, J'espère, ouais. hein. Normalement, c'est pas Ouais, il y a intérêt. Ouais. Il est 15 h, le show commence, sous l'œil avisé du patron. Nous sommes plongés en l'an 300, sous l'Empire romain. Tous les ingrédients de l'époque sont là, des décors aux costumes en passant par des chorégraphies. Ils ont même poussé le concept jusqu'à reproduire des techniques d'antan. Là, on assiste à la mise en place de ce qu'on appelle le vélum ou le vélarium, qui était cette toiture de toile que les Romains avaient inventée pour couvrir les tribunes d'une arène romaine. Et nous avons retrouvé les calculs des Romains. Nous avons réinventé une technologie qui n'a rien à voir avec celle des stades modernes. Et donc, nous avons déposé beaucoup de brevets sur cette technologie parce que c'est tout à fait exceptionnel d'avoir pu retrouver ce système-là. Un système avec des technologies pour donner l'illusion d'être au cœur d'un véritable péplum. Mais Nicolas de Villiers ne compte pas s'arrêter là. Ce que je regarde dans le spectacle, c'est l'ensemble des déplacements des acteurs, en vérifiant qu'il est bien exécuté pour que le sens qu'on a donné à chaque action soit bien là, mais aussi avec l'œil de celui qui pense à l'avenir en se disant comment on va dans l'avenir faire évoluer telle scène, comment on va modifier le rythme du spectacle, resserrer toujours l'action pour vraiment servir à nos visiteurs beaucoup plus de surprises. Place maintenant à la course de chars. Ils sont 4 à s'affronter dans une course effrénée. La cascade est réussie. Et la magie a opéré. Pour nous, dans la création, tout est possible parce qu'on est comme des grands enfants, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais et nous allons voir beaucoup de choses dans le monde pour non pas nous inspirer de ce qui est fait dans le monde, mais d'une certaine manière, chercher à ne pas faire ce que les autres ont déjà fait. Et donc, tout est possible dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas de limite à l'imagination. Nous sommes des enfants, mais avec des jouets d'adultes. C'est la fin du spectacle. Je te voyais venir comme un taré, je dis c'est bon ça. Ouais, écoute, pas te laisser de la marche et pas non plus que tu reprennes 2-3 après, c'était bien. Super. Satisfaction du devoir accompli est là. Les chevaux ont eu un super comportement. C'est parfait, voilà, c'est parfait. Exceptionnellement pour nous, il accepte de dévoiler un peu de sa magie. Pendant la course, cette pédale-là est relevée. Et au moment précis où on doit venir casser le char, en fait on appuie sur cette pédale, ce qui va ouvrir entre ce qu'on appelle des mâchoires. Et les mâchoires, quand elles vont s'ouvrir, ça va permettre que la partie arrière se désolidarise de la partie avant. Vous pouvez lever s'il vous plaît. J'attendais les tananins. Ah, je regarde. Bon, c'est bon. Ouais, c'est passé. C'était la dernière. Après 6 mois d'émotions intenses, il est l'heure de se dire au revoir. Laurane, bravo pour toi. Bon bah écoute, hein, c'est le boulot. Extra. Miss Adèle. Bravo tout le monde. Chacun va désormais reprendre sa route afin de se retrouver l'année prochaine. J'ai les larmes aux yeux, c'est fini, ça s'est bien passé, donc c'est vrai qu'on a envie de le faire tous les jours, là, toutes ces vestales ensemble, tout ce monde, c'est nickel, à refaire. Mais voilà, c'est la fin, va falloir tout ranger. Bon, ben moi je peux vous dire, hein, les enfants, que c'était un spectacle d'enfer. Hein. Ça claque, hein, ça claque. Hein. Ça claque vraiment. Non, mais. Déjà, je vous ai vu avec une petite larme à l'œil oui. tout à l'heure à la fin du Oui, spectacle. oui, c'est toujours quand on clôture une saison comme celle de cette année où on a battu tous les records et que tout s'est bien passé en termes de spectacle, en termes d'animaux et en termes d'équipe, ben, il y a le petit côté émotif qui ressort.
Quand on voit tous les efforts que l'on fournit toute la saison pour faire plaisir à nos visiteurs, et que la tribune se lève pour le final, et ça, ça nous soulage, ça nous conforte surtout dans nos projets à venir. Si le Puy du Fou a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires record de 74 millions d'euros, c'est avant tout une aventure humaine à laquelle personne ne croyait et qui aujourd'hui est devenue la fierté de toute une région.